Valérie Bacot. Un coup de feu dans le silence. En France, le 13 mars 2016. Une route départementale en Saône-et-Loire. Dans une voiture, un homme et une femme. Lui, au volant, menace et domine. Elle, à l'arrière, tremble, un revolver dans la main. Bang! Un coup de feu claque. L'homme s'effondre, mort sur le coup. Valérie Bacot vient de tuer son mari. Daniel Paulette, après des décennies d'un enfer fait de viols, de violences et de prostitution forcée. Était-ce un acte de désespoir, une légitime défense différée ou un assassinat prémédité? Bienvenue dans l'ombre de l'enfer conjugal, un podcast où nous explorons en profondeur l'affaire Valérie Bacot. Une histoire qui met en lumière les abysses de la violence domestique, les failles du système judiciaire et les mécanismes psychologiques qui emprisonnent les victimes. Pour comprendre l'affaire Valérie Bacot, il faut remonter aux origines, à une enfance volée dans les années 1980 et 1990. Valérie naît en 1980 dans une famille modeste de la Clayette, en Saône-et-Loire. À l'âge de 5 ans, ses parents divorcent. Sa mère, Joëlle, rencontre Daniel Paulette, un homme alcoolique et violent, qui devient son beau-père. Dès l'âge de 12 ans, en 1992, Daniel commence à abuser sexuellement de Valérie. Des viols répétés, commis dans la maison familiale, sous le toit où vit aussi sa mère. Valérie, terrorisée, finit par confier les abus à une amie d'école en 1995. L'affaire éclate. Daniel Paulette est arrêté, jugé pour viol sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité. Le procès révèle des détails accablants, des actes commis avec violence, des menaces pour imposer le silence. En 1995, il est condamné à 4 ans de prison ferme, mais la justice de l'époque, encore imprégnée de lacunes en matière de protection des victimes mineures, ne va pas plus loin. Daniel purge sa peine, mais à sa sortie en 1997, un fait stupéfiant se produit. Il retourne vivre au domicile familial, avec l'accord tacite de la mère de Valérie. Les abus reprennent, intensifiés. Valérie, alors âgée de 17 ans, tombe enceinte de son premier enfant. Daniel la force à quitter l'école et l'isole. Ils s'installent ensemble et en 1998, ils se marient. Ce mariage, loin d'être un choix libre, scelle une emprise totale. Valérie devient prisonnière d'un cycle de violence qui durera près de 2 décennies. Ici, il faut s'attarder sur le contexte sociétal des années 90 en France. Les violences intrafamiliales, bien que reconnues, sont souvent minimisées. Les lois sur les viols au sein de la famille existent depuis 1980, mais leur application est inégale. Les victimes mineures, comme Valérie,
manque souvent de soutien psychologique adéquat. Le retour de l'agresseur au foyer illustre une faille systémique, absence de mesures d'éloignement strictes, manque de suivi social. Valérie donne naissance à 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, entre 1998 et 2007. Chacune de ces naissances renforce l'emprise de Daniel, qui utilise les enfants comme levier de contrôle. Les violences physiques s'ajoutent aux sexuelles. Coups, humiliations quotidiennes. Valérie tente de fuir à plusieurs reprises. Mais les menaces de Daniel, tuer les enfants, la famille, la retiennent. Ce chapitre de l'enfance et de l'adolescence pose les bases d'un syndrome bien connu, celui de la femme battue, où la victime paralysée par la peur et la dépendance reste captive. Les années 2000 marquent une escalade dans l'horreur. Daniel Paulette, non content de violenter Valérie, la force à se prostituer dès 2013. Il l'installe dans une Peugeot 806 aménagée sur des aires d'autoroute ou des parkings pour des passes avec des camionneurs. Valérie, sous la menace d'une arme, doit rapporter de l'argent. Daniel surveille, écoute via un dispositif audio. Les clients, anonymes, paient 20 à 50 € par acte. Valérie endure des centaines de ces rencontres forcées dans un état de dissociation traumatique. Le contexte légal est crucial ici. En France, la prostitution n'est pas illégale, mais le proxénétisme l'est depuis 1960. Daniel commet un crime aggravé, exploitant sa conjointe. Pourtant, aucune alerte n'est déclenchée. Valérie, isolée, n'ose pas dénoncer. Les voisins, la famille, les services sociaux. Beaucoup soupçonnent, mais personne n'intervient efficacement. Le titre de son livre, Tout le monde savait, publié en 2021, résonne cette omerta collective. Les experts, lors du procès, diagnostiqueront chez Valérie le syndrome de la femme battue, théorisé par Lenore Walker en 1979. Il décrit un cycle, tension montante, explosion violente, lune de miel. La victime développe une impuissance apprise, une hypervigilance, une dissociation. Valérie présente tous ces signes. Dépression, tentative de suicide avortée, dépendance affective malgré la haine. Daniel, de son côté, est un profil classique d'abuseur. Manipulateur, jaloux pathologique, alcoolique. Il arme la maison, menace constamment. En 2015, il interroge Valérie sur comment tuer un client violent, semant les graines d'une idée fatale. Les violences s'intensifient. Coups avec un marteau, strangulation. Valérie vit dans une peur permanente, convaincue que Daniel la tuera un jour. Le 13 mars 2016, l'enfer culmine. Daniel force Valérie à une passe avec un client violent.
Dans la voiture, après l'acte, Valérie, paniquée, saisit le revolver que Daniel garde toujours sur lui. Elle tire dans la nuque, tuant net. Pas de lutte, un acte impulsif, mais chargé de préméditation latente selon les débats judiciaires. Valérie rentre, confiée à ses enfants aînés. Ensemble, ils enterrent le corps dans un bois près de la Clayette, sous des feuilles et des branches. Pendant 18 mois, Valérie ment. Daniel a fui avec une autre femme, mais les soupçons grandissent. Les enfants traumatisés portent le secret. Ce meurtre n'est pas un crime passionnel isolé, mais l'aboutissement d'un trauma cumulatif. En droit français, la légitime défense exige une menace imminente. Ici, elle est différée, un concept débattu dans les affaires de femmes battues. Comparaison avec Jacqueline Sauvage, graciée en 2016, après une condamnation pour meurtre similaire. Valérie devient un symbole. Pétition de soutien recueillant 700 000 signatures. Les mois suivants, Valérie tente de reconstruire, mais le poids du secret la ronge. Les enfants souffrent en silence, illustrant les dommages collatéraux des violences domestiques. Octobre 2017. Une confidence d'un des enfants à sa petite amie mène à une dénonciation. La gendarmerie ouvre une enquête. Valérie est arrêtée, avoue immédiatement. Le corps est exhumé, confirmant la cause de la mort. Balle de 9 mm dans la nuque. Inculpée pour assassinat, meurtre avec préméditation, Valérie passe 1 an en détention provisoire à la prison de Varennes-le-Grand. Libérée en 2018 sous contrôle judiciaire, elle attend son procès. L'enquête révèle l'ampleur des abus. Témoignages de voisins, analyse psychiatrique, historique de violence. Dans son détail légaux, la préméditation est retenue car Valérie savait où était l'arme, avait envisagé l'acte. Mais les atténuantes sont nombreuses. Syndrome de Stockholm-like, emprise totale. Les avocates de Valérie assignent l'État pour défaillance dans la protection, un recours qui sera rejeté en 2022. Du 21 au 25 juin 2021, nous sommes à la cour d'assises de Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône. Valérie, 40 ans, comparée libre. Le procès est médiatisé. Le public est nombreux. Témoignages accablants sur les viols, sur la prostitution. Les experts confirment le syndrome de la femme battue. Le ministère public requiert 5 ans, dont 4 avec sursis. Verdict, 4 ans, dont 3 avec sursis probatoire. Ayant déjà purgé 1 an, Valérie sort libre. Pas d'appel. Ce verdict marque un tournant, reconnaissant les traumas cumulés. Débat sur la loi Schiappa de 2018 renforçant la protection des mineurs. Post-procès, Valérie publie son livre. Un témoignage pour les victimes. Poursuite pour diffamation par sa mère et frère, et l'affaire sensibilise. L'implication, réforme des lois sur violence conjugale,
Reconnaissance du syndrome en justice. Si tu as aimé que je te raconte cette histoire, tu peux t'abonner à la chaîne. C'est gratuit. Tu peux laisser un like et un commentaire. Merci beaucoup pour ta fidélité et à très bientôt pour une nouvelle histoire.